Malgré les vives protestations de Laocoon et les prédictions inutiles de Cassandre, les Troyennes avaient fait entrer dans leur ville le cheval de bois qui était un piège. La superbe Ilion était en flammes. Alerté par l'ombre d'Hector et protégé par sa mère Vénus, Énée parvint à se mettre à l'abri avec son père Anchise et son fils Ascanie, également appelé Ioule. Il emporta avec lui les ornements sacrés et les pénates. Le fantôme de son épouse Créouse, qui avait péri dans le sac de la ville, lui indiqua la direction de son exil. Il s'agissait de la terre du coucher de soleil où coule le Tibre blond. Sous le mont Ida de Phrygie, Énée construisit une flotte de 20 navires. En compagnie de ses gens, il leva l'ancre au départ d'Antandros. Énée arriva sur le rivage Thrace, où il se prépara à fonder sa ville, Énéade. Il renonça cependant, après avoir reçu un présage funeste. Il avait en effet voulu orner un autel pour faire un sacrifice à Vénus et à Jupiter, et avait arraché des feuilles de myrte qui s'étaient mis immédiatement à saigner. C'était en effet la tombe de Polydore, le plus jeune des princes troyens, que les Thraces avaient dû élever loin de la guerre, et qu'il avait ensuite assassiné par avidité. Il ne restait qu'à rendre les honneurs funèbres à la victime et à reprendre la mer. Des vents favorables poussèrent la flotte vers l'île sacrée de Délos. Là régnait Anios, prêtre d'Apollon et vieil ami d'Anchise. Les Troyens consultèrent l'oracle du dieu pour connaître leur destination. Celui-ci leur répondit de chercher la mer antique où Énée et ses descendants régneraient pour toujours. Anchise pensa qu'il s'agissait de l'île de Crète, berceau de la civilisation de l'Hellade, là où Rhéa, la grande mère, avait donné le jour à Jupiter. La flotte partit donc pour les îles Cyclades et arriva sur les rivages des anciens Curetes. Énée fit immédiatement édifier les murs de la ville qui devait être la nouvelle patrie définitive. Il l'appela Pergame, comme le rocher de Troie. Son peuple se partagea les champs et construisit des maisons. Il était heureux d'avoir retrouvé une vie normale sur une terre qui semblait féconde. Mais ce n'était pas ce que le Fatum avait décidé. Une pestilence détruisit en effet tout ce qui avait été péniblement construit. Les pénates de Phrygie parlèrent alors en songe à Énée pour l'avertir que Crète n'était pas l'endroit auquel se référait l'oracle. La terre qui revenait à son peuple était par contre la fertile Italie, la mer antique, car c'est de là qu'étaient arrivés en Phrygie l'Étrusque Dardanos, fils de Corythos et ancêtre des Troyens. Anchise, qui se rappelait les histoires anciennes, confirma cette prédiction et les réfugiés reprirent la mer. Trois jours de tempête firent d'abord dévier les navires de leur route. Puis, Énée gagna les îles Strophades où s'étaient réfugiés les Harpies après avoir été chassés de la maison de Phinée. Les Troyens durent défendre leur nourriture par les armes, car les monstres fétides les attaquaient. Par vengeance, leur reine, Kélaïno, prédit à Énée que les Troyens ne fonderaient une ville nouvelle en Italie qu'après de nombreuses difficultés, car la faim les obligerait même à dévorer les tables. La flotte passa sans s'arrêter par Zacinthe, par Ithaque la maudite, patrie d'Ulysse, le destructeur de Troie, et par Leucade. Puis elle gagna Actium, où Énée offrit des sacrifices à Jupiter et célébra des jeux en l'honneur de la patrie délaissée. Ensuite, dans le temple d'Apollon, il consacra le célèbre bouclier d'Abas qui avait été enlevé aux Achéens pendant la guerre.
Après l'île des Phéaciens, Énée débarqua à Boutrotum, sur la côte de l'Épire. Là, il apprit une nouvelle incroyable. Sur cette terre régnait Hélénos, fils de Priam, qui avait hérité de Pyros son sceptre et son épouse. Or, cette femme n'était autre qu'Andromaque, ex-épouse du vigoureux Hector, enlevé comme esclave par Pyros, puis abandonné par Hermione. Énée fut accueilli avec tous les honneurs par cette ville qui avait été construite sur le modèle de Troie. Il demanda à Hélénos, connu pour ses dons prophétiques, quel piège l'attendait encore avant de terminer son voyage. Hélénos dut reconnaître qu'il n'était pas en mesure de lui révéler tout l'arcane car Junon l'en empêchait. Il lui fournit cependant de précieux conseils. La flotte quitta l'Épire et fit la brève traversée qui la séparait de l'Italie. Les Troyens débarquèrent alors sur la pointe extrême de la terre des Salentins, là où s'élevait un grand temple consacré à Minerve. Cette halte fut de courte durée, car la côte était habitée par des Achéens et les Troyens préférèrent partir au plus vite. Ils naviguèrent dans le golfe de Tarente, doublèrent le promontoire Lacinium, évitèrent l'insidieuse Charybde et arrivèrent en Trinacrie. Ils débarquèrent au pied de l'Etna dont on dit qu'il écrase le corps d'Encélade. Ils se trouvèrent donc sur la terre des Cyclopes, visitée quelque temps avant par Ulysse. Or, justement, un des compagnons de l'astucieux héros Achéménide d'Ithaque avait été abandonné à cet endroit. Il raconta à Énée la rencontre tragique entre les Grecs et Polyphème. Puis le monstre aveugle apparut sur le flanc de la montagne et descendit vers la plage avec son troupeau en s'aidant d'un tronc de pin déraciné. Alors les Troyennes emmenèrent Achéménide pour le protéger et reprirent aussitôt la mer. Les embarcations troyennes naviguèrent le long des côtes d'Ortygie, là où Alphée avait rejoint Aréthuse. Puis elles arrivèrent à Pachino, pointe méridionale de la Trinacrie. Ils passèrent les villes grecques de Camarana, Gela, Acagras, Agrigente et Célinonte, avant de gagner les plages de Lilybée, Marsala, et d'entrer dans le port de Drépane, Trapani. C'est là qu'Anchise mourut, épuisée par 7 ans de privation. Pourtant, ni Célano, des Harpies, ni le prophète Hélénos n'avaient prédit sa fin. Dès que les Troyens se remirent à naviguer, Junon se fâcha lorsqu'il vit qu'il arrivait dans la mer Tyrrhénienne et s'approchait de la terre qui leur était destinée. L'épouse de Jupiter s'adressa alors à Éole pour qu'il déchaînât ses vents les plus violents. La tempête s'abattit immédiatement sur la flotte qui perdit de nombreux navires. Mais heureusement Neptune intervint, car il n'appréciait pas l'ingérence d'Éole qui avait agi sans sa permission. Les rescapés du naufrage arrivèrent sur les plages de la Libye. Ils furent accueillis dans la nouvelle ville de Carthage fondée par la reine phénicienne Didon. C'est à elle que Vénus envoya Cupidon sous les traits d'Ascagne pour qu'elle s'éprenne d'Énée au lieu de le persécuter à l'instigation de Junon. Grâce à l'intervention de Vénus, mais aussi de sa sœur Anne, Didon s'éprit du héros troyen. On annonça leur union dans toutes les villes de la côte, et cette nouvelle arriva à Iarba, fils de Jupiter et roi des Gétules, qui était depuis longtemps le prétendant de Didon. Celui-ci demanda à son père de s'interposer. Jupiter fit alors intervenir Mercure, qui ordonna impérativement à Énée de reprendre la mer pour accomplir son destin. Ainsi, après une année de halte, Énée dut repartir. Lorsque les navires quittèrent le port, la malheureuse Didon se donne à la mort à l'aide d'une épée sur le bûcher funèbre qu'elle avait fait préparer elle-même.
Loin de la côte, une tempête obligea à l'improviste les navires à retourner en Sicile. Les voyageurs furent reçus par Acétès, roi d'Éryx. On organisa des jeux solennels à la mémoire d'Anchise. Toutefois, Junon avait envoyé Iris, qui incita les Troyennes à la révolte. Celles-ci mirent le feu à la flotte, car elles étaient lasses de voyager en mer. Jupiter limita les dégâts, ce qui permit à Énée de ne perdre que 4 navires. Ceux qui ne voulurent pas continuer le voyage fondèrent la ville de Ségeste. 9 jours plus tard, les Troyennes levèrent l'ancre à nouveau. Vénus obtint de Neptune que le voyage des Troyens se passât tranquillement, mais en échange de cette faveur, l'un d'eux devait être sacrifié. Le Fatum choisit le pilote Palinure, qui céda au sommeil au large de la Campanie et disparut en mer. La flotte continua sans problème, passa les rochers autrefois habités par les sirènes et rejoignit le rivage de Cume. Là s'élevait le magnifique temple d'Apollon, qui abritait en retrait l'antre de la Sibylle. Énée alla l'interroger. Elle lui annonça les guerres et les graves périls qu'il devrait affronter dans le Latium avant la victoire définitive. Avant de reprendre le large, Énée célébra sur le promontoire les honneurs funèbres de Mycène, le clairon de l'expédition. Celui-ci était tombé de la falaise à cause de Triton qui était jaloux de son habileté à souffler dans un coquillage. Ensuite, Énée se rendit au lac Averne, d'où il descendit dans le royaume des morts. Il y rencontra l'ombre de son père qui avait été accueilli aux Champs-Élysées. De retour parmi les vivants, le héros dirigea les navires vers le nord et navigua jusqu'à un port qu'il baptisa du nom de Gaète en l'honneur de sa nourrice, qui l'ensevelit sur cette plage. Les navires doublèrent alors le promontoire où s'élevaient les demeures de Circé. Énée préféra les éviter. Non loin de là, les eaux blondes du Tibre se jetaient dans la mer et les Troyens s'arrêtèrent sur ce rivage. Pour se restaurer, ils mirent des fruits sauvages sur des galettes de blé dur qu'ils dévorèrent goulûment. Ils comprirent alors qu'ils étaient en train de dévorer les tables, ainsi que l'avaient prédit les harpies, et ils eurent la certitude qu'ils étaient arrivés à la fin de leur long voyage. Le tonnerre de Jupiter confirma solennellement l'événement.